j'enseigne la sécurité sanitaire, je dirige également l'École des sciences industrielles et des technologies de l'information, et je suis un des 4 mousquetaires qui organise ces jeudis de l'environnement. Si vous êtes venus si nombreux ce soir en bravant les frimas de l'hiver, c'est que vous avez perçu l'importance de ce thème. De ce soir, nous allons parler des antibiotiques et plus particulièrement des phénomènes de résistance aux antibiotiques. Pour cela, notre nouveau professeur en risque biologique, Jérôme Salomon, qui est, vous allez le voir, un des plus grands connaisseurs de cette question, va nous présenter le panorama de cette question et les enjeux que cela pose. Jérôme a fait une carrière de clinicien, comme médecin dans les hôpitaux. Il a travaillé également au ministère de la Santé, il a travaillé à l'Institut Pasteur, au niveau du réseau international de cet institut. Et finalement, il nous a rejoints récemment. Vous allez vite découvrir à quel point nous avons fait un bon choix. En fait, c'est un peu curieux de prime abord d'avoir inscrit ce thème des antibiotiques dans le site des Jeudis de l'environnement. Après tout, c'est un problème médical. Et même si nous parlons de risques sanitaires parfois ici, nous n'avons jamais abordé un outil médical comme thème de ces Jeudis de l'environnement. En introduction, il y a juste 2 choses que je dirais. La première chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que les virus, les bactéries, les parasites qui nous entourent font intégralement partie de l'environnement. La plupart des spécialistes de maladies infectieuses ne se considèrent pas comme des spécialistes de santé environnementale, et pourtant ils le sont. Donc nous sommes pleinement dans l'environnement. Nous sommes dans ce qui concerne les relations entre l'homme et ses milieux de vie, dans ce qu'ils ont de favorable ou de défavorable. La deuxième chose, c'est que vous allez voir qu'un certain nombre de pratiques modifient l'écologie bactérienne, modifient l'efficacité des antibiotiques, et que parmi ces pressions, il y en a qui sont de type écologique. Et finalement, on s'est dit que c'était intéressant de débattre parce que si un certain nombre de déterminants de ces questions-là nous échappent comme individus, nous concernent collectivement, mais nous échappent comme personnes, eh bien il se trouve que dans ce domaine-là, en matière d'usage d'antibiothérapie, chaque citoyen a en fait un rôle à jouer. Nous n'avons pas la totalité des solutions dans nos mains. Il nous faudra une organisation politique, pourrait-on dire, pour parfaitement maîtriser ces problèmes d'antibiorésistance. Mais malgré tout, comme citoyens, comme consommateurs de soins, comme consommateurs d'antibiotiques, nous avons un rôle à jouer. Pour tout ça, nous nous sommes dit que c'était un thème intéressant dans ce cadre-là, et je pense que vous l'avez compris. Merci à Nicole Corsin, qui, comme d'habitude, a beaucoup travaillé à l'organisation de ce soir. Et nous pouvons d'emblée vous annoncer que le mois de mars, il y a l'élection du pape, donc nous ne pourrons pas... en revanche, dès le mois d'avril, avec le nouveau pape, nous nous retrouverons le 2e jeudi d'avril, c'est-à-dire le 11, me semble-t-il, et nous aurons le vice-président du Conseil régional d'Île-de-France qui va nous parler des enjeux environnementaux du Grand Paris. Donc un vrai problème d'aménagement du territoire et d'environnement. Sur ce, je passe la parole au professeur Jérôme Salomon. Est-ce que vous m'entendez? Ça fonctionne. Bonsoir, Madame la directrice, Monsieur le directeur, chers collègues, mesdames et messieurs.
En 1967, le docteur Stewart, qui est le plus haut responsable américain de la santé, déclare « Avec les antibiotiques dont nous disposons, c'est la fin des maladies infectieuses ». Il avait oublié un certain nombre d'éléments absolument fondamentaux. Premièrement, que les agents infectieux sont partout, en particulier les bactéries. Vous voyez que cette bactérie, cet être unicellulaire, prokaryote, c'est-à-dire avec une absence de noyau, mais l'ensemble de l'ingénierie nécessaire pour faire fonctionner. Pourtant, ça a l'air de marcher. L'ensemble de l'ingénierie nécessaire avec un chromosome unique, vous voyez l'ensemble de sa membrane, de quoi s'adapter depuis maintenant 3,8 milliards d'années, s'adapter à l'ensemble des conditions, ce qu'on appelle les bactéries extrémophiles, qui sont capables de résister au froid, au chaud, à des conditions de salinité, de pression, de pH acide, de pH basique. Ils ont absolument tout traversé, et donc ces êtres parfaitement organisés savent s'adapter à l'ensemble des événements et donc donner des infections que vous connaissez tous. Des infections banales, comme des infections urinaires, pulmonaires, mais aussi des infections qui font très peur, comme le choléra, la tuberculose, la typhoïde ou la peste. Alors pour vous rappeler donc que la peste, là on est au milieu du XIVe siècle, a plus que décimé la population européenne, puisque vous voyez qu'un tiers de la population européenne a subi ce fléau et qu'il a fallu 2 siècles pour revenir à la population initiale. Donc des agents infectieux bactériens en particulier, extrêmement dangereux, alors qu'on ne connaissait pas à l'époque évidemment ce qu'étaient les antibiotiques. De façon plus proche de nous, la grande pandémie grippale, dite grippe espagnole, a en fait causé de 20 à 50 millions de morts, probablement essentiellement du fait d'infections bactériennes, de pneumonies compliquant la grippe. Alors, il y a eu de grands savants, Pasteur, Joubert, mais aussi de grands inconnus, comme Ernest Duchesne. Ernest Duchesne est un élève du lycée Michelet qui a ensuite fait l'école de santé des armées à Lyon, qui est le premier scientifique à avoir décrit le rôle antibiotique de pénicillium. Ça a été totalement ignoré pendant plusieurs décennies, en tout cas jusqu'à la découverte ensuite par Alexander Fleming du rôle antibiotique de ce fameux champignon Penicillium que vous voyez ici inhiber la croissance des colonies de staphylocoques. Ici à distance, les colonies de staphylocoques prospèrent. À proximité de cette culture de champignons, il n'y a plus de prolifération bactérienne. Cette découverte majeure a valu à Alexander Fleming le prix Nobel en 1945 et malheureusement les découvertes du français Duchesne plusieurs décennies avant n'ont été reconnues qu'en 1949. Sa thèse a été totalement ignorée pendant toute cette période. Alors voilà cette fameuse pénicilline mise au point par Ernest Chen, cette fois-ci un Américain, qui a eu aussi le prix Nobel en 1945. On voit ici le fameux noyau bêta-lactame. Et cette pénicilline a été produite en grande quantité et elle a permis évidemment de sauver des millions de vies chez des personnes opérées, greffées, en réanimation. Elle a quasi éradiqué la syphilis et donc elle a été considérée comme un médicament absolument miracle. Donc voilà les publicités qu'on trouvait à l'époque. La publicité sur les médicaments était autorisée. Dans les grands journaux, on vous disait de prendre de la pénicilline pour à peu près n'importe quoi et on glorifiait donc l'action des médecins militaires. Les premiers médecins militaires qui ont utilisé massivement la pénicilline sont les médecins américains lors du bombardement par les Japonais à Pearl Harbor. Donc, rapidement, l'industrie pharmaceutique s'engouffre dans ces nouvelles découvertes. On voit qu'on trouve des antibiotiques pour inhiber la synthèse de la paroi de la bactérie, pour empêcher la réplication de l'ADN ou celle de l'ARN, pour la transcription, la traduction vers les protéines. Donc toutes les étapes, on trouve des solutions et on fabrique des nouveaux antibiotiques. Malheureusement, on ignore tous les signaux qui apparaissent au fur et à mesure dans cette euphorie générale. D'abord le fait que, alors que la pénicilline était active sur tous les staphylocoques, en quelques années, les staphylocoques hospitaliers deviennent complètement résistants à la pénicilline.
Alors on trouve une pénicilline de synthèse, cette pénicilline M, et 1 an après sa commercialisation, on décrit déjà le premier phénomène de résistance. Et puis très rapidement, on décrit des résistances aux antituberculeux, puis à chaque nouvelle famille commercialisée. Il n'y a aucune famille d'antibiotiques en France ou dans le monde qui n'ait pas vu une description de résistance. Alors voilà à quoi ça ressemble pour ceux qui ont fait un peu de microbiologie. Dans des boîtes de pétri, on fait pousser des bactéries, il y a des colonies qui apparaissent. Idéalement, quand on pose sur ces boîtes de pétri des disques antibiotiques, comme vous voyez ici, autour du disque antibiotique, il y a une diffusion, et donc on n'a aucune croissance antibiotique, aucune croissance bactérienne, puisque les antibiotiques sont présents et efficaces. Par contre, on peut avoir cette situation dramatique, qui est que malgré la présence d'antibiotiques de différentes familles sur cette boîte, les bactéries n'en ont absolument rien à faire, et donc vous voyez qu'elles continuent à proliférer, et on se retrouve dans